Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de littérature avec la sortie de l'œuvre Le visage de la haine, autopsie de la crise ivoirienne, 1893-2010. Pour en parler, nous recevons l'auteur de cette œuvre, M. Koné Seydou, qui est par ailleurs journaliste professionnel. M. Koné Seydou, bonjour. Bonjour. Alors, première question, est-ce que vous pouvez nous présenter votre ouvrage en 2 mots? Je dirais que Le visage de la haine, c'est un livre qui relate un peu les affres de la guerre, bien sûr, mais aussi qui explique, preuve à l'appui, parce que chaque fois je donne des références, comment la Côte d'Ivoire en est arrivée là et quelles leçons, à mon avis, elle en a tirées. Alors, la crise en Côte d'Ivoire, elle date de 2010-2011. Pourquoi remonter donc si loin jusqu'en 1893? Oui, je pense que c'est l'erreur que beaucoup de gens commettent. Ils pensent qu'ils expliquent la crise à partir de ce qui s'est passé en 2010. Ils disent, ouais, peut-être quelques années avant, il y a eu une rébellion, les gens ont attaqué la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça la crise ivoirienne. La crise, elle remonte bien longtemps avant, même les indépendances. Il faut comprendre pourquoi le colon a eu des problèmes avec certaines populations. Il n'avait aucun intérêt justement à travailler avec ces populations, donc il fallait les écarter. Et c'est tout ça qui a entraîné, qui a mis en place ce qui va exploser en 2010. Et bien avant, bien sûr, avec des trucs comme l'ivoirité et autres problèmes conflictuels. Alors, au moment où on approche de la prochaine élection présidentielle, les langues se délient, on parle de possibilités de retomber dans les méandres de la guerre. Aujourd'hui, est-ce que le moment est bien choisi de sortir donc cette œuvre? Oui, à mon avis, je pense, parce qu'il y a quand même longtemps que j'ai commencé à écrire ce livre, c'est depuis 2002. À ce moment, j'étais journaliste au Patriote. À l'époque, c'était pour prévenir la guerre que je sentais venir. Je suis journaliste de terrain. J'ai vécu des situations vraiment difficiles et j'ai senti que quelque chose allait se passer. Donc, au départ, c'était ça. Mais je n'ai pas pu, sinon Dieu n'a pas voulu que le livre sorte à ce moment, qui m'a permis de voir le déroulement des événements. Et finalement, on est arrivé où on était, à ce qui était prévu. Voilà. Donc je pense que, au vu aussi des derniers développements de la politique, je pense que le moment est bien choisi. Mais est-ce qu'en rappelant les faits, vous n'avez pas peur de rouvrir des plaies qui étaient en train de se cicatriser? Mais les plaies ne sont même pas en train de se cicatriser. Au contraire, les plaies sont toujours béantes parce qu'elles ont été mal fermées. Tant qu'on ne dit pas la vérité, tant qu'on ne dit pas ce qui s'est passé, on ne peut pas arriver à la réconciliation. Alors, il y a eu la guerre. Quand on parle de guerre, on parle d'affrontement, on parle de deux camps. Est-ce que dans votre témoignage sur la question, vous n'avez pas choisi un camp contre l'autre? Non. Comment avez-vous donc mené votre analyse, votre réflexion dans ce bouquin? Non, non. Vous savez, le principe de base du journaliste, notre credo, c'est les faits sont sacrés, le commentaire libre. Si tu n'oublies jamais ça, tu vas faire du bon travail, équilibré. Parce que les faits, on ne peut pas les dénaturer. Voilà. Le commentaire, tu es libre de commenter comme tu veux. Voilà. Ici, il s'est agi de recenser avec des dates précises ce qui s'est passé et qui est susceptible d'avoir entraîné la catastrophe, par exemple. Donc c'est un travail vraiment historique, c'est un travail de recherche, voilà, qui a été fait. C'est pourquoi je suis remonté jusqu'à avant. Je vais prendre un exemple. Vous prenez, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de William Wade Harris. Vous avez sûrement fait des recherches, vous pouvez faire des recherches là-dessus. Moi, pour le nombre de bouquins que j'ai fouillés pour essayer de comprendre son histoire, je peux dire par exemple que qu'est-ce qu'il faisait au Libéria avant de venir en Côte d'Ivoire. Quand a-t-il reçu sa révélation? C'était en prison. Après quoi?
C'est quelqu'un qui a été préparé à la lutte, disons, contre la sorcellerie, des problèmes comme ça, qui étaient fréquents au Libéria à l'époque. Parce qu'il y a eu un mauvais retour des Américains au Libéria qui a créé une crise. Voilà, on a ramassé tous les anciens, on a pris tous les anciens esclaves, on les a rapatriés en Afrique. On dit, voilà, vous retournez chez vous, voici votre pays, et ainsi de suite. Mais eux, ils ne se sont pas mélangés à la population. Et donc, ça crée un problème. Wade Haris a vécu ce problème-là là-bas. C'est tout ça même qu'il a envoyé en prison. Il avait choisi un camp, il avait mal choisi, et ainsi de suite. Mais ça, la formation spirituelle qu'il avait reçue va l'aider par la suite. Parce que quand il va recevoir sa révélation, il va devenir prophète et il viendra s'installer en Côte d'Ivoire. Il va s'asseoir, il va traverser, comment on appelle ça, régner sur tout le sud côtier, de Tabou jusqu'à Benjerville. Tout le monde accourait vers lui. Et il a réussi à convertir les gens. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait, baptisez-vous. Baptisez-vous. Il baptisait les gens. Il était, pour la polygamie, mais ça c'est autre chose. Mais détruisez vos fétiches. Et il allait dans les villages affronter les féticheurs. Et chaque fois qu'il réussissait à les vaincre, les populations se convertissaient. Donc il a fait un grand travail de l'avis même des experts que j'ai lus, dans les ouvrages que j'ai lus. Le travail de Haris a été le plus grand travail d'évangélisation réalisé en Afrique. Est-ce que vous comprenez? Mais quand vous prenez une image de la Côte d'Ivoire à cette époque, ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce qu'il a réussi, pourquoi il a christianisé les populations du Sud? Parce qu'elles n'avaient pas de religion révélée. Si vous prenez la Côte d'Ivoire, à la même époque, il y avait des universités à Kong et à Bondoko. Vous comprenez? C'est-à-dire que il faut savoir que c'est une question d'arrêt sur image, pour parler comme les journalistes. Voilà. Ceux qui ont créé, les professeurs d'université qui se sont assis pour créer l'ivoirité, ils l'ont fait sur quelle base? Tout est dans le livre, hein. J'ai rappelé tous leurs écrits. Voici les grandes familles qui composent les Ivoiriens de souche. Mais le faisant, ce n'était pas un travail réellement scientifique, c'était politique. Sinon, ça n'avait pas de sens. Si vous prenez, moi je dis par exemple, je prends le cas Haris. Vous prenez, à l'époque où il a vécu, il n'y avait pas de religion là. De l'autre côté, il y avait même des universités. Il y avait les routes commerciales à l'époque. Les routes commerciales, c'était où? Bondoukou, Odiene, Bamako, Man, c'était les grandes voies. La route, l'autoroute du Nord, ça c'est venu après. Vous voyez? Donc, quand vous prenez l'histoire même de l'installation des populations, l'histoire de la réalité des populations, vous comprenez que ceux qui parlent beaucoup et là je continue même après Haris sur l'histoire de Osei Tutu, le roi des Ashanti par exemple. Il est mort en quelle année? Il y a eu un conflit, mais c'était en quelle année? C'était pas aussi lointain que ça. Il y a eu un conflit entre les deux cousins, les deux frères de Ablapoku, et pour fuir la guerre, elle a traversé la Komoué pour venir s'installer ici. Et c'est l'histoire des Baoulés. Mais quand ils sont venus s'installer, ils ont rencontré les Sénoufos, ils se sont battus, ils ont repoussé les Sénoufos jusqu'à Verboaké. Jusqu'à aujourd'hui, quand vous allez dans un village, vous demandez, les gens vous expliquent l'histoire. Mais d'où vient-il que le Baoulé traite aujourd'hui le Sénoufo, le Djoula d'étranger? Bon, je pense que c'est parce qu'on n'a pas dit suffisamment la vérité sur ces choses-là, voilà, que les gens se sont donné des pouvoirs. En tout cas, dans ce livre, vous tentez de relater des faits souvent inédits. Vous faites beaucoup de révélations sur des événements qui ont marqué notre pays et dont vous avez été pour la plupart du temps témoin. Vous avez expliqué les origines de certaines choses. Comment vous arrivez donc à décrire des situations si graves sans laisser transparaître donc votre ressentiment personnel? Non, c'est tout simplement parce que quand je n'ai aucun intérêt. L'intérêt pour moi, c'est
de faire un travail scientifique, c'est tout. C'est pas pour prendre, je n'ai pas... L'objectif, c'est... je ne vais pas dire tout le contenu de l'ouvrage, hein, mais il y a plusieurs parties. La dernière partie, c'est justement l'objectif. C'est d'amener l'Ivoirien à mettre en avant l'intérêt national. Voyez-nous. Parce qu'il y a tout un passage où j'explique qu'il y a eu ces problèmes. Pourquoi? Parce que les gens se sont laissés manipuler par les politiciens. Les politiciens n'ont aucune considération pour le peuple. Voilà, il faut dire ce qu'ils veulent entendre, il faut les manipuler, il faut les pousser. En fait, ils veulent quoi? Ils veulent se servir des gens pour atteindre des postes et puis s'enrichir, parce que le tout, c'est l'argent. Parmi les politiciens, il y en a combien que vous connaissez qui ont réellement le sens de l'intérêt national? Voilà la question. Donc, l'appel que je lance à travers le livre, c'est justement ça, cette prise de conscience-là, d'arrêter de se laisser manipuler par les choses et puis d'aller à l'essentiel. L'Afrique n'est pas maudite. Moi, je ne suis pas... oui, je ne suis pas afro-pessimiste, je ne suis pas non plus panafricaniste, les histoires de... Non, 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 non. Ce qui est arrivé, quand vous lirez le livre, c'est pour ça que je suis allé jusqu'à la période précoloniale même, hein, c'est pas seulement coloniale. Ce qui est arrivé, c'est normal, c'est la loi de la nature. Voilà, les plus forts du moment dominent les plus faibles. À un moment donné, les Blancs étaient plus forts. Ils sont venus... Mais l'esclavage, c'est pas, les Blancs ne venaient pas jeter des filets en Afrique pour ramasser les Noirs et les envoyer. Ce sont des Noirs qui prenaient les Noirs pour les vendre. Alors, mais vous en voulez aux Blancs, pourquoi? Les Blancs sont... Je n'ai aucun complexe vis-à-vis de qui que ce soit. Il faut nous en prendre à nous-mêmes, connaître notre Voilà. histoire. Si on connaît notre histoire, on va avancer. D'accord. Comment on appelle ça? C'est un autre problème politique. Quand vous prenez au moment où on créait l'ivoirité, les professeurs d'université qui ont conçu ce truc, ils connaissent bien la loi fondamentale de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui est écrit dans la Constitution? Mais ils ont fait exprès, parce qu'ils se disent que le peuple ne va pas réfléchir jusque-là. Voilà. Sinon, à l'époque, c'était quoi? Avant et pendant la période coloniale, il y avait deux statuts. Ceux qui avaient le statut d'indigène et ceux qui avaient le statut de citoyen français. À partir de 1960, il y a eu les Ivoiriens. D'accord? Et c'était quelle loi qui était dans la Constitution? C'était le droit du sol. Et Ivoirien, toute personne née en Côte d'Ivoire. De 1960 jusqu'en 1972, on est passé au droit du sang. Est Ivoirien, toute personne qui a au moins un parent ivoirien. Bon, comment un intellectuel peut, après toutes ces années-là, définir encore un autre type d'Ivoirien, différent de ce qui est écrit dans la loi fondamentale? Monsieur Koné, le réel problème de la Côte d'Ivoire, l'origine de la crise, c'est l'ivoirité. J'explique comment on en est arrivé à l'ivoirité. Ce n'est qu'un pan. L'ivoirité, d'après vous, si je vous posais la question, vous allez, qui a créé l'ivoirité? Vous allez me dire c'est qui? Vous allez me dire c'est Bédier. Aujourd'hui, c'est moi qui pose la question. Voilà, non, mais c'est vrai. Si je vous pose la question, vous allez dire c'est Bédier. Moi, je vous dis ce n'est pas Bédier qui a créé l'ivoirité. Et j'explique pourquoi. Ça existait bien avant. Voilà, le nom a été donné après. Voilà, mais c'est un sentiment qui a été... Voilà, le nombrilisme là est soutenu, encouragé à des fins politiques. Quand un enfant naît, tous les enfants sont égaux. Voilà, quand un enfant naît, il est normal. C'est l'encadrement, c'est la société qui lui fait croire que... c'est la famille qui lui fait croire que... Ah non, toi, tu n'es pas comme les autres enfants que tu vois, hein, tu es de telle famille. Et nous, chez nous, voilà, nous on est ceci, nous on est cela. Mais on l'a dit tout à l'heure, vous êtes journaliste professionnel et les médias ont été indexés également dans cette crise qu'a traversée la Côte d'Ivoire. On reproche donc aux médias ivoiriens d'être partie prenante. Est-ce que c'est votre avis, vous qui êtes professionnel de ce secteur et aujourd'hui écrivain? Ah oui, bien sûr. Les médias ont joué un très grand rôle. Les médias ont été utilisés dans les deux sens, hein, ont été utilisés par les politiciens. Et si les médias appartiennent aux politiciens eux-mêmes, qu'est-ce que les journalistes peuvent faire? Ils peuvent quand même rester
corrects, ils ne sont pas obligés, voilà, ils ne sont pas obligés. C'est pour ça que tous les journalistes n'ont pas tramé, n'ont pas plongé dans la boue, hein. Voilà. Ceux qui se sont laissés emporter, on les connaît. Voilà. Et j'en parle, hein, j'en parle. Voilà. Même si c'est une histoire de confraternité, mais voilà, on peut dire quand même. Alors, si la plus grande partie de votre livre est consacrée à l'explication de la crise et le plus important à des propositions que vous faites, on note également des parties très critiques, des vérités crues. C'est vrai que c'est le journaliste qui écrit, mais vous n'avez pas peur que votre intégrité physique, votre poste soit mise à prix. Est-ce que vous n'avez pas peur que le président Ouattara se mette en colère contre ce que vous avez écrit, puisque dans le livre, vous critiquez vertement le premier président, Houphouët-Boigny, par exemple. Et aujourd'hui, nous sommes à l'heure de l'oufouettisme du RHDP. Alors, est-ce que vous ne pensez pas jeter un pavé dans la mare? Oh non, moi je ne suis pas politicien, je suis journaliste. Et je suis journaliste, c'est un travail qui a été fait vraiment consciencieusement. Je n'ai pas été payé pour le faire. Voilà, et donc je ne suis pas redevable à quelqu'un. Euh, Maintenant, en ce qui concerne ce dont vous avez parlé, depuis que le président est là, on le critique tous les jours, hein. Les journaux critiquent tous les jours. Je n'ai jamais appris qu'il a mis un journaliste en prison ou bien qu'il a fermé un journal. Non, 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 je n'ai pas peur. Non, en fait, ça aurait été malhonnête pour moi de parler de la crise. C'est vrai que vous allez voir tous les événements qui se sont passés, hein, les plus graves, hein, depuis 2002, depuis 2000 même. Le charnier de Yopougon, les gens qu'on tuait, la vie de H, vous allez voir tout ça. Tout est décrit dans l'œuvre. Mais ça aurait été malhonnête pour moi de dire, par exemple, Babo, ça s'est passé sous Babo, Babo il n'était pas bien, et puis Ouattara, avec Ouattara tout est beau, tout est bien. Non, c'est pas honnête. On sait qu'il y a des problèmes aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pensez, on sait qu'il y a des problèmes qui ne sont pas totalement résolus, est-ce que vous pensez, M. Koné, aujourd'hui, que votre livre peut contribuer à la réconciliation entre Ivoiriens? Oui, c'est justement pour cela que je l'ai écrit. Et je demande aux Ivoiriens de regarder la vérité en face. C'est vrai que, comme on dit, ça rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Il faut accepter tous les problèmes qui ont été soulevés depuis la période coloniale, qui n'ont pas été résolus. On peut les remettre sur la table. Tout ce qui a été fait. Parce que quand il y a eu le multipartisme, on a dit beaucoup de choses. L'opposition s'est basée sur beaucoup de choses qu'on attribue à Félix Houphouët-Boigny. Par exemple, il y a eu le phénomène du guébier. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Voilà. Moi, j'en ai parlé, j'ai dit ma part de vérité en m'appuyant sur des ouvrages que j'ai lus. Voilà. Et j'ai expliqué aussi les acteurs qui étaient sur le terrain. La plupart ne sont pas morts. Je vais prendre un exemple à ce sujet. Quand j'étais élève à Korogo, une fois je suis allé à Pékin en vacances. J'ai une soeur, une cousine qui venait de se marier. Et je suis allé voir son mari, faire connaissance. Et on était en train d'échanger. Et puis il s'est mis à me parler de sa jeunesse. Il m'a dit par exemple, tu sais, quand j'étais plus jeune, moi j'ai fait mon service militaire à Boaké. Quand je faisais mon service militaire, on était où ça, au 3e bataillon là. Et puis un jour, il y a un autre qui est tombé. On dit, bon, tout le monde embarque. Bon, nous, on a sauté dans les cargos, on nous a distribué les fusils. On a roulé toute la nuit. Toute la nuit, on est arrivé au petit matin dans un village où on a entendu des tirs. Bon, on est descendu, on s'est battu comme tout le monde. Et puis finalement, bon, ça a pris quelques jours quand même. Et puis finalement, on a attrapé le meneur là. Il s'appelait Kragwe Nyagwe. Vous vous rendez compte?
que des gens qui ont vécu, tout le monde aujourd'hui a les yeux sur Léon Konakofi, c'est lui qui était le préfet à l'époque, général Wassina, c'est lui qui a dirigé les opérations militaires. Mais il n'était pas le seul, il y a les soldats, il y en a qui vivent jusqu'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que la presse n'irait pas vers ces personnes-là pour les écouter? Voilà, pour savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé. On reste dans en train de surfer, là, oui, il y a eu 9000 morts, il y a eu ceci, il y a eu cela, mais concrètement, j'ai même rétorqué cela à quelqu'un, il me disait, oui, vous, les journalistes, là, machin, attends, Laurent Gbagbo était président, il a battu sa campagne sur quelque chose, et parmi ces éléments-là, il y avait l'affaire du Guébier. Moi, à sa place, la première chose que j'aurais faite, c'était d'aller, voilà, faire éclater la vérité. C'est ce qu'on vous tentez de faire dans ce livre. On rappelle que c'est votre premier ouvrage. C'est un travail de recherche. Combien de temps cela vous a pris de faire proposer cette œuvre de près de 200 pages? Plus de 200 pages. Combien de temps ça m'a pris pour écrire? Comme je l'ai dit, hein, j'ai commencé depuis 2002. Donc c'est beaucoup. Maintenant pour l'édition également, moi je suis dans l'administration, hein, on a beaucoup de problèmes financiers. Voilà. Donc, alors que les maisons d'édition ici parlaient des millions, me demandaient des millions de francs. Bon, j'ai fini par trouver une maison en France, ouais, qui a publié, qui a fait sortir le livre en l'état. Et donc c'est disponible, on peut commander de n'importe quel point du monde à partir du site de l'éditeur. Et on va vous livrer les livres physiques. Bon, ça m'a permis en tout cas de réaliser quelque chose qui me tenait à cœur. Donc pour le moment, les livres ne sont pas disponibles dans les librairies à Abidjan? Abidjan, non, pas encore à Abidjan. Par Internet? Oui. Et à quand est-ce qu'on peut espérer avoir les livres? Bon, l'avantage de faire paraître un ouvrage à l'extérieur, c'est que déjà là-bas, il peut être ventilé autour du monde. Voilà, alors que quand on le fait à Abidjan, c'est difficile que ça remonte. Voilà, c'est pour ça aussi que j'ai choisi l'extérieur. En tout cas, on a eu beaucoup de plaisir à vous recevoir pour parler donc de ce nouveau ouvrage, Le visage de la haine. Votre dernier mot, votre message à l'endroit des Ivoiriens pour les exhorter donc à se procurer Je dis qu'il y a beaucoup de passion, hein, autour de la politique. Il n'y a pas que la politique dans la vie. Hein, que les gens se demandent, se posent la question de savoir, depuis le temps qu'ils servent, ils font ce que les politiciens leur demandent, qu'est-ce qu'ils en ont retiré. Que les gens se posent, que les Ivoiriens se posent ces questions-là. Aujourd'hui, on parle de... on a un président, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il fait des réalisations. Alassane Ouattara ne va pas démonter ses ponts pour partir avec quand il sera plus président. Il ne va pas démonter ses routes. Donc, la moindre des choses qu'on puisse faire, c'est de préserver ces acquis-là. Et puis maintenant, regarder vers l'avant, quelqu'un qui puisse nous faire avancer. Le problème, c'est de trouver quelqu'un qui pense à l'intérêt national. Or, quand moi je regarde le marigot politique, hein, c'est rempli de gens qui ne pensent qu'à leur ventre. Des manipulateurs, des machins. Bon, j'espère que... Je prie pour que l'avenir soit rose et que le choix, comme le président l'a dit lui-même, il choisira et dira ce qui porte son choix. Bon, on verra. En tout cas, si vous voulez découvrir le visage de la haine ou les origines de la crise ivoirienne de 1893 à 2010, il vous faut vous procurer donc cet ouvrage, Le visage de la haine, autopsie de la crise ivoirienne. C'est disponible sur Abidjan.net. Exactement, vous pouvez acheter en ligne via Abidjan.net. Merci en tout cas de nous avoir suivis et puis on vous exhorte donc à vous procurer ce livre.